Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Georges! 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 Quoi? Tu as entendu? Non. Je dors. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un en bas. Mais non, réveille-toi, tu rêves. Je t'assure, j'ai entendu marcher. Mais c'est peut-être Willy. Mais... Oh, il passe la vie au laboratoire, il y a quelque chose à me demander. Non, la porte est fermée à clé, il aurait frappé pour qu'on lui ouvre. Tiens, écoute. Je n'entends rien. Oh, tu deviens dur d'oreille. Je descends voir. Mais non, ne bouge pas. Si tu tiens absolument, je vais y aller. Oh oui, je t'en prie, sinon je pourrais pas me rendormir. Ah, où est ma robe de chambre? Sur la chaise, au pied du lit. Ah, là voilà, oui. Prends ton revolver. Tu crois? Ah oui, c'est plus prudent. Oh mon Dieu. Bon, fais bien attention. Je suis sûr qu'il n'y a personne. Allume l'électricité. Mais oui. Qui est là? Qui est là? Oh mon Dieu. Mais madame, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Oh, c'est monsieur. Un homme vient de lui tirer un coup de revolver. Un homme, mais où ça? Mais il vient de sauter par la fenêtre. Il faut aller chercher un médecin, vite. C'est moi, oui. Oui, allez, ouvrez-lui. C'est un coup de feu que j'ai entendu? Oui. Oh, le patron. Il n'est pas mort. Je ne sais pas. Non. Son cœur bat. Mais le pouls est bien faible. Le sang coule derrière la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a tiré sur lui. Un médecin. Vite. Je téléphone à la police. Ils enverront une ambulance. Allô, mademoiselle? Donnez-moi la police, s'il vous plaît. Allô, la police? Ici l'assistant de M. Berenson. Route de Philadelphie, numéro 23. Venez vite. Mon patron vient d'être assassiné. Ce drame eut lieu dans la proche banlieue de New York une nuit d'avril 1913. La victime était George Berenson, un des plus illustres savants des États-Unis. 10 minutes plus tard, la police arrivait avec une ambulance et emmenait le blessé à l'hôpital central de New York, tandis que Madame Berenson suivait, accompagnée de Willy, qui avait attelé un tilbury. Tous deux attendirent plus d'1 heure le diagnostic du médecin de service. Alors, docteur? Il a reçu une balle dans la tête. Et vous avez pu l'extraire? Non. Telle qu'elle se présente, elle ne touche pour le moment aucun centre essentiel, mais le moindre déplacement peut entraîner la mort ou la perte totale des facultés intellectuelles. C'est vous dire que l'opération est délicate. Il faut la tenter. Il n'y a qu'un seul chirurgien capable de la réussir. Qui? Le professeur Sidney Walter. Et il habite New York? Oui. Il y est en ce moment? J'ai dîné avec lui hier soir. Et vous pensez qu'il va accepter de venir? Il est 3 heures du matin. Je vais lui téléphoner. Je paierai ce qu'il faudra. Allô? Donnez-moi le 842-87, s'il vous plaît. Allô? Ça sonne. Oui. Il n'entend peut-être pas. Ouais. Laissez-le se réveiller. Ah, le voilà. Allô, ici le docteur Jones. Je suis navré de vous réveiller, c'est pour une urgence. Le chirurgien de service? Personne ne peut réussir l'opération sauf vous. Ah, de quoi s'agit-il? George Berenson, le chimiste, vous le connaissez? Ah, naturellement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il vient d'être attaqué par un bandit qui lui a tiré une balle dans la tête. L'extraction est dangereuse. La vie ou la mort. Je viens. Quelle heure est-il? 3h moins 10. Envoyez-moi une voiture. Je serai prêt dans un quart d'heure. Convoquez tout le monde. Entendu? Willy conduisit Madame Berenson jusque chez elle, puis il alla chercher le professeur Walter qui l'attendait sur le pas de sa porte. Et la voiture prit le chemin de l'hôpital. Vous n'avez pas froid, professeur? Non. Pendant 5 ans, j'ai fait de la médecine chez les Esquimaux. Plus vite, voyons. Plus vite! Excusez-moi, je suis un homme de laboratoire, je n'ai pas l'habitude de conduire des chevaux. Je ne voudrais pas qu'il nous arrive un accident. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Quoi donc? Vous ne voyez pas ces 3 types au milieu de la route? Mais oui, qu'est-ce qu'ils veulent? Fouettez votre cheval. Stop! Haut les mains! Qu'est-ce que vous voulez? Un seul geste et je tire. Vous êtes bien le professeur Walter? Oui? Descendez, on vous emmène. Où ça? En villégiature, jusqu'à demain soir. Je vais à l'hôpital opérer un homme dont la vie est en danger.
Berenson? Oui. Eh ben justement, faut pas y aller. Qu'est-ce que vous dites? Faut le laisser claquer. C'est pour ça qu'on vous emmène. Mais voyons, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Ah, toi ça va, hein? Ta gueule, hein? Allez, vous autres, embarquez le professeur dans l'auto. Laissez-moi. Allez. Laissez-moi. Laissez-moi. Allez, soyez sages, on ne vous fera pas de mal. Allez, en route. Allez. Quand Willie reprit connaissance, il courut au poste de police et dès 8 heures du matin, McCluskey, le chef de la police de l'État de New York, priait son ami Nick Carter de bien vouloir prendre l'affaire en main. 2 attentats sur de hautes personnalités du monde scientifique, Nick accepta. Et à 9 heures, je l'accompagnai au domicile de George Berenson. Madame Berenson, Oui. je suis Nick Carter. La police officielle vient de me charger d'enquêter sur ce qui s'est passé cette nuit dans cette maison. Et entrez, messieurs. A-t-on des nouvelles de votre mari? Oui, je viens de téléphoner à l'hôpital. Il est toujours dans le coma. Seul le professeur Walter était, paraît-il, capable d'extraire la balle, mais il a été kidnappé cette nuit. Je sais. C'est à n'y rien comprendre. Si ce soir, à 6 heures au plus tard, la balle n'est pas extraite, le médecin-chef craint le pire pour mon pauvre Georges. Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Eh bien, il était 2 heures du matin. Mon mari et moi, nous étions couchés dans notre chambre au premier. Je ne dormais pas. Et tout à coup, j'entends du bruit au rez-de-chaussée. Je le réveille, il descend. J'entends un coup de feu. Je me précipite et je le trouve en bas, étendu, avec une balle dans la tête. J'ai eu à peine le temps de voir un homme enjamber cette fenêtre qui donne sur la rue. Il a disparu dans la nuit. Pouvez-vous me donner son signalement? Oh, malheureusement, non. Il s'est enfui trop vite. Ensuite, que s'est-il passé? Bien, ma petite bonne Peggy, que voici, est descendue. Moi, j'avais été réveillée par le coup de feu, puis je suis allée ouvrir à Monsieur Willy qui cognait à la porte. Vous, monsieur? Oui, je m'appelle William Sullivan. Je suis l'assistant de Monsieur Berenson. Où étiez-vous? Dans le laboratoire. Qui se trouve? Au fond du jardin. J'ai entendu le coup de revolver. Vous pensez si je suis arrivé tout de suite? Cette maison donne directement sur la route de Philadelphie. Derrière, il y a un jardin. Le bâtiment que j'aperçois là-bas, c'est le laboratoire? Oui. Selon vous, madame, quel est le mobile du crime? Le vol, sans aucun doute. Nous avions dans ce salon un petit tableau de Vermeer d'une très grande valeur et il a disparu. Tenez, il était ici, on voit encore son emplacement sur le mur. Personnellement, je penche à croire que le vol n'est qu'un prétexte. Pour moi, le coup n'avait qu'un but. Tuer votre mari. Oh, mais allons donc, il n'avait pas d'ennemis. Et on a kidnappé le chirurgien qui pouvait lui sauver la vie. D'ailleurs, les bandits ne nous l'ont pas caché. Ils voulaient la mort du patron. Monsieur Sullivan, qui savait que vous alliez chercher le professeur Walter? Moi, Madame Berenson, le médecin de l'hôpital et 2 autres internes entrés dans le bureau avec lui. Jack, Oui. il faudra les interroger dès ce matin. Ça sera fait. Alors, c'est certainement l'une des personnes présentes au coup de téléphone qui a prévenu Dieu sait qui pour que soit organisée l'agression. À moins qu'il n'y ait eu quelqu'un derrière la porte. En tout cas, ça n'a pas traîné. Donc, vous, monsieur Sullivan, au moment du coup de feu, vous étiez dans le laboratoire. Oui, monsieur. Pouvez-vous le prouver? Vous n'allez tout de même pas penser que c'est moi. Mon métier, monsieur, m'oblige à soupçonner tout le monde. Du laboratoire, pouviez-vous sortir dans la rue? Naturellement. Par quel moyen? Par la porte du jardin. Le rapport de police précise que la porte de la maison était fermée à clé. Et je la ferme tous les soirs avant de monter me coucher. Cette nuit, qui était dans la maison? Mon mari, Peggy et moi. L'assassin a pénétré par cette fenêtre. La vitre a été découpée à la hauteur de la poignée. Jack, peux-tu me prêter ta loupe? Une loupe. Et voilà. Merci. Tiens, bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Monsieur Sullivan, que faisiez-vous dans le laboratoire à une heure aussi avancée de la nuit? Je surveillais une expérience du patron. Il est, vous le savez, un des plus grands chimistes des États-Unis et nous sommes sur le point de réussir une invention formidable. Hier soir, à 10 heures, il a mis en route une expérience dont les données sont le fruit d'un long travail. Puis il est allé se coucher, me laissant le soin de l'appeler en cas de nécessité. Quelle est cette invention? Ah, excusez-moi, c'est un secret. Il faut tout dire à la police, monsieur Sullivan. Emmenez-moi dans votre laboratoire. Vous me raconterez cela. Bien. Par ici. Voici le laboratoire.
Il s'agit d'un gaz, le 8K2. En temps de guerre, il peut avoir des effets extraordinaires. Un gaz asphyxiant. J'ai entendu dire que les chimistes de Guillaume II y travaillaient activement. Celui de M. Berenson sera beaucoup plus efficace, tout en demeurant parfaitement inoffensif. Je ne vois pas très bien. Ces obus n'éclateront pas. Ils s'ouvriront automatiquement pour libérer le 8K2. Et tous ceux qui le respireront verront leur tension baisser au point qu'ils seront obligés de s'étendre par terre, sans avoir la force de faire un seul geste. L'ennemi n'aura plus qu'à les faire prisonniers. Pas un blessé? Pas un mort? Non. Ah, c'est merveilleux. Je vous félicite. Et ce gaz est au point? Cet après-midi, je saurai si nous avons réussi. Personnellement, vous connaissez les formules? Oui, mais elles ne sont peut-être pas valables. Pour moi, des espions ont voulu empêcher Berenson de poursuivre ses recherches et de réussir. Avez-vous déjà été approché par des inconnus? Jamais. Vous m'étonnez. Si je comprends bien, l'expérience en cours doit être décisive. Ah oui. Si votre patron n'en réchappe pas, et si l'expérience réussit, vous considérez-vous comme le propriétaire de l'invention? Non, elle appartient au gouvernement. Mais s'il y a un bénéfice pécuniaire à en tirer, il revient de droit à Madame Berenson. Toute sa vie, la pauvre femme s'est sacrifiée pour son mari. Il vivait depuis longtemps comme si elle n'existait pas. Vous auriez tout de même droit à une part des revenus. J'espère que Madame Berenson voudra bien tenir compte de mon dévouement. Mais, grâce à Dieu, le patron n'est pas mort. Quel est cet alambic bleu? Ah, c'est là qu'aboutira cet après-midi le gaz dans son état définitif. Vos formules sont en lieu sûr? Oui, dans ce coffre-fort. Qui a la clé? Moi. Pour ouvrir, il faut aussi composer un mot secret. Qui connaît ce mot? Mon patron et moi. Personne d'autre. Pardon, monsieur Carter. Il y a un monsieur qui veut vous parler. Où est-il? Dans le jardin. Bien. Excusez-moi, monsieur Sullivan. Je vous en prie. Monsieur? Bonjour, monsieur. C'est vous qui êtes chargé de l'enquête? Oui. Je m'appelle Robert Wayne. J'ai une déclaration à faire. Je vous écoute. J'habite tout près d'ici, sur la route de Philadelphie. Je suis vétérinaire et cette nuit, j'ai été appelé pour un vélage à 10 minutes de chez moi. En rentrant, mon travail terminé, j'ai aperçu un homme qui attendait devant cette maison. Il avait l'air nerveux, il se rongeait les ongles. Intrigué, je me suis caché derrière un arbre et je l'ai observé. Tout à coup, j'ai entendu une détonation, une fenêtre s'est ouverte, on lui a jeté un objet qu'il a ramassé et il s'est sauvé. Voilà. J'ai pensé utile de vous raconter cela. Vous avez très bien fait. Pensez-vous que l'objet jeté par la fenêtre soit un revolver? Ce n'est pas impossible. Avez-vous pu distinguer la silhouette de la personne qui a acheté l'objet? Non. Et l'homme qui l'a ramassé? Pourriez-vous le reconnaître? Oui, je crois. Il est passé près de moi, toujours en se rongeant les ongles. Il a à peine 30 ans, il est grand, mince, assez beau garçon, et porte une barbe noire. Montrez-moi la fenêtre par laquelle l'objet a été lancé. Il s'agit certainement d'une fenêtre d'escalier, elle se trouve au demi-étage. Tenez, c'est celle-ci. Je vous remercie. Avez-vous autre chose à me dire? Non. Je vais essayer de retrouver cet inconnu. En cas de nécessité, je me permettrai de faire de nouveau appel à vous. Je suis à votre disposition. J'habite au numéro 26. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur Wayne. Au revoir, monsieur. Jack. Oui. Rentrons dans la maison et montons voir cette fenêtre. Regarde. Entre le premier et le rez-de-chaussée, l'escalier fait un retour par un palier intermédiaire. La fenêtre est là. Le rapport médical indique que la balle a pénétré par le haut dans le crâne de la victime. C'est certainement de ce palier que l'assassin a tiré quand Berenson est arrivé au rez-de-chaussée. Puis il a ouvert cette fenêtre et il s'est débarrassé de son revolver en le jetant à son complice. Ah oui, mais Madame Berenson dit qu'elle a entendu du bruit au rez-de-chaussée. Ah, si l'homme est monté jusqu'à ce palier, sa victime l'aurait rencontré en descendant. Tiens, il y a cette petite porte. Un placard à balai. C'est là que l'assassin s'est caché. Ah, mais je vois ce qui s'est passé. L'homme découpe la vitre et pénètre par la fenêtre du rez-de-chaussée. Il vole un tableau pour faire croire à un cambriolage. Il fait du bruit pour attirer Berenson.
et monte au palier intermédiaire. Là, il se cache dans le placard, il laisse descendre sa victime et tire dessus quand elle est en bas. Puis il jette son revolver par la fenêtre, redescend et file par où il était venu. Il y a pourtant une chose qui me surprend. Quoi donc? La vitre a été découpée de l'intérieur et non de l'extérieur. Tu es sûr? À la loupe, ça se voit nettement. Ah. Alors, il y a peut-être une explication? Dis vite. Willy a ses petites et grandes entrées dans la maison. Supposons qu'il ait voulu tuer son patron. À un moment quelconque de la soirée, il a découpé la vitre de l'intérieur, pour ne pas avoir à le faire au milieu de la nuit. À cause du rideau de vitrage, personne n'a vu l'échancrure du carreau. Il pourrait y avoir une autre explication. Ah, Peggy, Monsieur, où est Madame Berenson? dans sa chambre. Merci. Jack, montons. Oui, oui. Entrez. Excusez-moi, madame. J'ai encore quelques questions à vous poser. Mais je vous en prie. Connaissez-vous un homme jeune, grand, mince, qui porte une barbe noire et qui se ronge les ongles? Moi? Mais non. Non, monsieur, non, je vous jure. Mais pourquoi vous vous intéressez à un homme qui répond à ce signalement? Oui. Et comment l'avez-vous découvert? J'ai l'impression, madame, que ma question vous a quelque peu troublé. Si vous savez quelque chose au sujet de cet homme, il ne faut rien me cacher. Mais monsieur Carter, je ne vous cache rien. Seulement, toutes ces émotions m'ont brisé. J'ai besoin de repos. Je m'en voudrais d'insister. Nous reviendrons sur tout cela dès que vous vous sentirez mieux. Madame Berenson connaît certainement l'homme en question. Et c'est un membre de sa famille qu'elle veut ménager. Monsieur Sullivan. Monsieur Carter? Les Berenson sont-ils en relation avec un homme jeune, à barbe noire, qui se ronge les ongles? Oui, Bobby Mitchell, le compositeur. Il vient souvent faire de la musique avec mon patron, qui est excellent pianiste. Savez-vous où il habite? Vous trouverez sûrement son adresse dans le carnet de Madame Berenson. Il est là-bas, sur le secrétaire. Je vous remercie. En possession de l'adresse, nous passons prendre le vétérinaire et un cab nous emmène à la 92e rue. Au numéro 39, Mitchell habitait une petite maison entre deux gratte-ciel en construction. Monsieur Robert Mitchell? Oui? Police. À quel sujet? L'assassinat de votre ami, Monsieur Berenson. L'assassinat? Je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis Nick Carter. Et je vous conseille de me dire la vérité. Encore faudra-t-il que je sache quelque chose. D'abord une question. Comment se fait-il qu'à votre âge, vous rongiez encore vos ongles? Dites donc, je n'ai pas de compte à vous rendre, hein? Si. Vous allez me dire tout de suite où vous étiez cette nuit. Je vous répète que j'étais ici. Quelqu'un peut en témoigner? Excusez-moi, mais je suis célibataire. Où étiez-vous, à 2h du matin? Ici. Non. À cette heure-là, vous attendiez devant la maison de M. Berenson. Qui êtes-vous? Un de ses voisins. En rentrant chez moi, je vous ai vu. Vous avez de bons yeux? J'espère, Monsieur Carter, que vous ne croyez pas un mot de ce que raconte ce type. Je suis au contraire persuadé qu'il dit la vérité. Si vous êtes encore à vous fier aux témoignages des gens... Monsieur Mitchell, j'ai tout lieu de croire que vous avez été complice de cet assassinat. Jusqu'ici, Monsieur Carter, on vous a cru infaillible, mais vous êtes en train de perdre votre réputation. C'est ce que nous verrons. En attendant, je perquisitionne chez vous. Si vous avez du temps à perdre... Nick Carter passa les 3 pièces au peigne fin. 1 heure plus tard, nous ressortions de la maison en priant le compositeur de ne pas quitter New York sans autorisation. Ainsi, Monsieur Wen, vous avez formellement reconnu cet homme. Aucun doute possible. Une dernière question. Cette nuit, après avoir ramassé le revolver, Mitchell est parti. Quelques instants plus tard, vous avez dû voir l'assassin sauter par une fenêtre du rez-de-chaussée et prendre la fuite. Non, je n'ai vu personne. Vous êtes sûr? Absolument. Mais pourtant, Madame Berenson a vu un homme s'enfuir. Elle le dit. Comment? Elle aurait des visions? Je pencherais plutôt à croire qu'elle ment. Sur cette troublante éventualité, nous prenons congé du vétérinaire et Nick m'entraîne dans un immeuble où je n'avais encore jamais mis les pieds.
les bureaux du contre-espionnage. Donc, mon cher Dutz, vos services vont me dire leur avis sur la photo de ce Mitchell que je viens de saisir chez lui. Ce n'est plus qu'une question de minutes. En attendant, je voudrais vous montrer un second document saisi chez cet intéressant personnage. Cette lettre qu'il a reçue d'un éditeur de Berlin. Lisez. Cher monsieur Mitchell, vous ne pourrez recevoir les fonds que vous demandez qu'après avoir terminé votre symphonie en cours. Il est indispensable que tout soit fini le 23 avril au plus tard. C'est la date limite. Qu'y a-t-il d'extraordinaire dans cette lettre? Entrez. Voici les renseignements. Nous sommes catégoriques. Cette photo de Mitchell est celle de l'espion allemand Ludwig Chemnitz, que nous recherchons depuis plusieurs années. En réalité, il est blond, mais il se teint. Et sur la photo que nous possédons, il est rasé. Tenez, sur un papier calque, j'ai dessiné une barbe. Comparez maintenant les deux photos. C'est le même homme. En effet. Et de quelle couleur sont ses yeux? Bleu. Et bien sûr, notre fiche, c'est la couleur indiquée. Et la lettre que je viens de vous faire lire, Dutz, apporte la dernière confirmation dont nous avions besoin. L'éditeur indique une date limite, le 23 avril. Or, nous sommes le 24, et c'est la nuit dernière qu'on a tenté de tuer Berenson. L'éditeur, naturellement, n'est qu'une façade. Les Allemands ont un espion qui se fait appeler Mitchell. Ils savent que Berenson prépare le gaz 8K2, et ils décident de le tuer avant qu'il réussisse. Pour pénétrer dans son intimité, la musique est un excellent prétexte. Mitchell est reçu chez Berenson, et il organise l'attentat. Mais il ne sera que le complice. Il reste à savoir qui est l'assassin. Oui. Qui a tué? La question ne resta plus longtemps sans réponse. J'accompagnai Nick pour arrêter Chemnitz, alias Mitchell. Mais devant sa maison, une surprise nous attendait. Regarde qui pénètre chez Mitchell. Madame Berenson? Ah, qu'a-t-elle à lui dire? Pour le savoir, je ne vois qu'un moyen. Entrer pour écouter leur conversation. Comme un vrai cambrioleur, l'oncle Nick, vous le savez, connaissait l'art de forcer n'importe quelle serrure. Il ouvrit la porte de la maison. Nous nous trouvons dans un couloir. De la pièce la plus proche, nous parviennent des éclats de voix. Nous tendons l'oreille. Bobby, qu'est-ce que tu fais? Ma valise, vite. Nick Carter me soupçonne, je fiche le camp. Mais tu ne m'attends pas? Non, toi tu restes à New York. Si tu disparaissais, ce serait avouer que c'est toi qui as tiré sur ton mari. Alors quand je pense que t'as même pas été capable de le tuer. Oh, écoute, pourtant je voulais qu'il meure. Pour toi et pour moi, pour que nous puissions être heureux. Écoute, mais sitôt que il est allé chercher le chirurgien, rappelle-toi, je t'ai téléphoné pour que le professeur ne puisse pas sauver Georges. Heureusement que j'avais Hans Brenner et ses types sous la main. Il ne le lâchera pas tant que Berenson sera encore en vie. Mais si l'on n'extrait pas la balle, il ne passera pas la nuit. Oh, dis-moi où je peux te rejoindre. Me rejoindre? Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Mais comment? Mais tu m'as dit, tue ton mari et nous partirons ensemble. Et tu l'as cru? Mais j'ai 30 ans, ma petite, et toi 50. Non, ce que je voulais, c'était la mort de ton mari. Après ça, bonsoir. Bobby, c'est pas vrai. Tu ne penses pas ce que tu dis. Allez, pousse-toi. Oh, alors je me serais acharné sur Georges, j'aurais inventé n'importe quoi pour égarer la police, et tout ça pour rien, pour rester seul. Laisse-moi passer. Non. Ah, mais c'est ce qu'on va voir. On y va. Nick Carter. Ludwig Chemnitz, je vous arrête. Ça m'étonnerait. Jack, arrête-le. Je cours mieux que lui. T'en fais pas, Oncle Nick, je le rattrape. Cet homme vous a dit que le professeur Walter était entre les mains de qui? De Hans Brenner. Il y a une brasserie allemande dans la 53e rue. Je vais essayer de sauver votre mari. Si je réussis, je vous aurai évité le pire. Mitchell courait effectivement plus vite que moi. Au premier tournant, il m'avait échappé. Je revins l'oreille basse. Nick appela un cab qui nous conduisit à toute vitesse à la brasserie allemande. On nous dit que Brenner était au premier dans son appartement. Nous grimpons un petit escalier qui aboutit à un couloir obscur. Derrière une porte, 2 hommes, Brenner et Mitchell. Voilà les $10 000 que je t'avais promis pour l'expédition de cette nuit. Merci. J'espère que Berenson va claquer. Moi, je quitte New York. Où vas-tu? Le plus loin possible, pour me faire oublier. Et Madame Berenson? Nick Carter sait qu'elle a tiré sur son mari. Comme le pauvre gars va mourir, son compte est bon. Tant pis. Elle t'aimait d'amour? Il fallait bien que ça serve à quelque chose. Bon, lis les journaux demain matin. S'ils annoncent la mort du mari, ils libèrent le professeur. Au fait, où l'as-tu enfermé? Au grenier, sous bonne garde. Il ne manque de rien. Jack,
Tu as entendu? Ouais. Descends vite. Cours à la police et reviens avec une quinzaine d'agents pour libérer le professeur. J'y vais. Chut. Ne bouge pas. Quelqu'un monte. Qui est là? C'est Peggy. Peggy, la bonne des Berenson. File à la police. Pendant ce temps-là, je vais écouter ce que vient faire la petite. Mais alors, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Une grande nouvelle, papa. L'expérience du gaz 842 a réussi. Ce n'est tout de même pas Willy qui te l'a dit. Non, mais je me suis cachée pour l'observer. Il a fait des expériences sur plusieurs animaux et tout à coup il s'est écrié « Ça y est, patron, vous êtes formidable !» Et il y avait sur sa figure une joie extraordinaire. S'ils ont réussi, il n'y a qu'un moyen pour sauver la situation. Obliger Willy à me livrer sa formule. Comment t'y prendras-tu? Je lui découperai la peau en lanière jusqu'à ce qu'il ouvre son coffre. Chemnitz sortit. Mais au moment où il allait descendre l'escalier, Nick Carter bondit sur lui et le maîtrisa. Mais l'espion réussit à sortir son revolver et tira. Blessé à l'épaule, Nick Carter vacilla et l'autre en profita pour s'échapper. Alors Nick rassembla ses forces et descendit se jeter dans un cab qui l'emmena au triple galop à la maison de Berenson. Il perdait beaucoup de sang. Sur le point de s'évanouir, il traversa le jardin, mais à la porte du laboratoire, il tomba sur les genoux. Il eut encore la force de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Vendez-moi la formule. Le prix que vous voudrez. Jamais. C'est votre dernier mot? Le dernier. La clé du coffre où je te saigne comme un lapin. La clé! Je ne l'ai pas. C'est ce qu'on va voir. Et tu disais que tu n'avais pas la clé, hein? Elle était dans ta poche, salaud. Bon, il doit y avoir aussi un mot à composer pour ouvrir ce coffre, lequel? Je ne le connais pas. Vraiment? Je vais te couper la peau jusqu'à ce que tu parles. Il y eut une lutte atroce. L'espion cherchait à enfoncer la lame de son couteau dans la poitrine du chimiste qui s'épuisait. Nick ne les voyait pas, mais il sentait bien que Chemnitz allait avoir le dessus. Alors, d'un effort suprême, il entr'ouvrit la porte. Il aperçut l'alambic bleu qui contenait le gaz et il tira dessus. Le gaz se répandit sur les deux hommes, dont les membres se raidirent peu à peu, désormais incapables du moindre mouvement. Et c'est ainsi que Chemnitz fut fait prisonnier. Entre-temps, avec 15 policiers, j'avais libéré le professeur Walter qui, 2 heures plus tard, réussissait à extraire la balle du crâne de Berenson. Après un mois de convalescence, le chimiste reprenait ses travaux. Sur sa pressante intervention, sa femme bénéficia d'un non-lieu. Le jour où il se rendit à Washington avec son assistant pour remettre la précieuse formule au ministre du département d'État, l'automobile dans laquelle se trouvaient les 2 hommes prit feu et ne fut bientôt plus qu'un amas de cendres. Et voilà pourquoi, pendant la guerre de 14, il n'y eut pas de gaz 8K2.